Décryptage du discours de vœux du chef de l'État togolais, c'est le sujet du jour et nous sommes dans le forum cette fois-ci avec Kanka Malik Nachaba. Il est le ministre secrétaire général du gouvernement. Il nous fait l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Monsieur Nachaba, bonjour. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Et bonne heureuse année 2023. Merci, meilleurs vœux. Je profite pour saluer votre collègue aussi qui est présent avec nous sur le plateau. Que j'introduis tout de suite, Driga Hego. Merci beaucoup. Donc, toutes mes salutations, Monsieur Arrigo. Merci. Bonjour, Monsieur le ministre. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Et puis, c'est le début de l'année 2023, donc mes meilleurs vœux. Merci infiniment. Et mes salutations renouvelées aux téléspectateurs. Et pour les téléspectateurs, ils nous rejoignent maintenant. C'est une partie interactive. Je rappelle le contact pour nous écrire plus 228 96 46 10 31. Plus 228 96 46 10 31. Ils sont très nombreux déjà à nous écrire. Nous avons entamé la première partie par une introduction sur la libération des militaires ivoiriens arrivés à Lomé hier. Et presbytre Batanata nous écrit de Kara à ce sujet. Monsieur Nachaba, il nous dit bonjour le plateau de New World. Félicitations pour les débats, toujours intéressants. Pour l'histoire, aidez-nous à comprendre. Est-ce que les 46 militaires sont tous ivoiriens? Est-ce qu'on peut reconstituer ce qui s'est réellement passé? Presbytre Batanata de Kara. Merci beaucoup pour la question. Je pense que ce qui s'est réellement passé aujourd'hui ici, il faut le reconstituer. Ce qui s'est réellement passé, c'est que hier, il y a 46 frères ouest-africains, ivoiriens, qui ont retrouvé leur famille et qui ont pu retrouver le goût de la liberté suite aux efforts inlassables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui s'est impliqué, on le sait combien, et qui a pu, avec la méthode, la patience et aussi la très bonne collaboration et la coopération avec ses pairs à travers toute la sous-région, obtenir ce résultat-là. Et je pense qu'aujourd'hui, au lendemain de cet événement, nous devons, en tant que Togolais, d'abord exprimer notre fierté pour cet événement et ensuite saluer le geste très conforme à nos valeurs africaines de gratitude que les soldats libérés ont tenu à faire en faisant cette escale hier dans notre pays. C'est un geste qui est très important, que nous sommes des Africains ancrés dans ces valeurs de gratitude. Quand quelqu'un fait un effort vis-à-vis de nous, dans une situation particulière, il est de bon ton de pouvoir, à un moment donné ou très rapidement, lui exprimer cette reconnaissance-là. Et avant, bien entendu, de remercier, tout en remerciant, bien entendu, le Seigneur pour tous les bienfaits qui ont contribué à la réalisation du résultat qu'on a vu hier. Mais au-delà de la question du téléspectateur, au-delà du rôle de médiation du Togo, il souhaite comprendre ce que ces militaires sont allés faire au Mali. J'ai bien compris la question. Ce que je voulais dire, c'est que au moment où nous parlons, je pense que la préoccupation immédiate que j'invite les uns et les autres à avoir, c'est plus la préoccupation du rayonnement de notre pays qui a été rehaussé avec ce dénouement heureux qui va contribuer, à n'en point douter, à l'apaisement dans la région ouest-africaine et donc au développement de cette région ouest-africaine au bénéfice de l'ensemble des populations de la CEDEAO. Nous allons rester à Kara. Bonjour Gilles. Je salue vos invités en n'oubliant pas de vous renouveler mes vœux de très bonne santé et Père Richard Tagba depuis Kara. Je m'intéresse donc à 2 points dans le discours de vœux de son Excellence Monsieur le Président de la République, Faure et Sozimna Nyasingwe, et poser 2 questions. La première s'agissant de la révalorisation du SMIG. Comment celui-ci va être appliqué dans les différentes entreprises au Togo et notamment dans les institutions privées d'enseignement supérieur qui depuis toujours n'ont pas de subvention et sont dans la dynamique de la demande de cette subvention? Je pense qu'il y a 2 sujets qui font partie de la question. Il y a la question de l'application du SMIG, qui est le salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des structures qui sont des structures privées, comme il a dit. Alors, il y a le Code du travail qui engage l'ensemble des employeurs à respecter le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Et donc, ces établissements d'enseignement supérieur privé qui sont des établissements où il y a des salariés et des employeurs devront, conformément à la loi, appliquer ce test pour que les niveaux de rémunération soient conformes à ce que la loi dit par rapport à la revalorisation du SMIC. Il y a le deuxième sujet qui est dans la question, qui parle du sujet de l'éventuelle subvention ou de l'éventuel appui à ces structures-là. Je pense que c'est une autre discussion. Même si nous avons dans notre pays des établissements d'enseignement supérieur qui, selon les tarifs que nous voyons pratiquer, ressemblent plutôt à des structures qui devraient s'organiser pour avoir un niveau de, j'allais dire, pas de rentabilité, un niveau de profitabilité qui permette de payer les salaires aux enseignants qui enseignent dans ces établissements d'enseignement supérieur. Je pense que les questions de subvention sont d'une autre nature et il revient naturellement dans le dialogue que ces établissements d'enseignement supérieur peuvent avoir avec les ministères de tutelle d'engager cette conversation. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs secteurs économiques. Ce secteur du savoir, de l'économie du savoir, est un des secteurs économiques. Et s'il fallait subventionner l'ensemble des secteurs économiques pour ce sujet de revalorisation du SMIC, vous imaginez bien que ça serait quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser. Et nous pensons que c'est un salaire minimum interprofessionnel qui a été longtemps négocié, qui a été longtemps discuté avec l'implication des employeurs. Il n'est pas dit que ça sera aisé pour tous les employeurs de l'appliquer. Mais surtout qu'à 35 000 francs CFA, ce SMIC n'était pas respecté partout. On le porte à 52 500. Alors, il y a dans la vie économique des difficultés des difficultés qui existent en fonction de la situation économique des structures. Mais il y a aussi, je tiens à le dire auprès de nos compatriotes, il y a des cadres pour pouvoir justement défendre le respect de la loi dans les entreprises. Il y a l'inspection du travail, il y a le code du travail. Ce sont des règles qui s'imposent à tous. Il peut y avoir des circonstances où, comme vous le dites, l'employeur en difficulté n'arrive pas à payer, mais à ce moment-là, c'est un dialogue entre l'employeur et son employé. Mais il existe une loi. C'est peut-être compliqué pour certaines structures compte tenu de leur situation économique, mais c'est la même loi pour tout le monde. Oui. C'est la même loi qui est appliquée pour tout le monde et il revient à l'État, à travers ces structures comme l'inspection du travail, à travers l'application des différents tests, de faire respecter cela par les employeurs. Est-ce que le relèvement du SMIC implique, on va dire, la restructuration de toute la grille salariale de l'entreprise, parce que ça doit agir finalement sur tous les salariés? Alors, si dans la question de la grille salariale, normalement, dans la question de la grille salariale, il y a des niveaux de rémunération qui sont des multiples du SMIC. En réalité, c'est-à-dire que c'est 2 fois le SMIC, 3 fois le SMIC, 4 fois le SMIC, ainsi de suite, etc., jusqu'au salaire le plus haut dans la société. Il revient aux services compétents qui savent très bien faire ça, qui vont décliner la hausse de ce SMIC-là sur l'ensemble des salaires. Mais encore une fois, il y a une chose qui est d'augmenter le salaire minimum garanti. On a bien dit salaire minimum garanti. Et il y a une autre qui est la grille salariale ou la politique salariale des entreprises, qui, elle, comme vous l'imaginez, ne dépend pas d'un accord entre les employeurs et les employés. Évidemment, pour un employeur, il va falloir décliner cela en termes de conséquences, mais la question salariale dans les entreprises, si le gouvernement encourage qu'elle soit prise en compte dans toutes les actions qui sont menées, compte tenu de la situation économique, il est évident que c'est deux choses différentes. Il y a bien le salaire minimum et ensuite il y a la question des grilles salariales dans les entreprises que nous avons sur la place. Oui, avant de retrouver Rodrigue, je vais relayer la dernière question de Richard Tawadkara. Pour ce qui est de la question sécuritaire, nous sommes totalement d'avis que la nation doit être défendue par tout moyen. La question est de savoir si à ce jour l'armée togolaise dispose des moyens de défense en phase avec la menace actuelle pour y faire face efficacement et faire face à ce que nous Togolais nous ne devrons pas y soucier. Il demande si l'armée togolaise a les moyens nécessaires. Merci pour cette question
comme cela a été dit, vous avez décortiqué le discours de vœux de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans ce discours, il a fait référence à un renforcement continu des moyens des forces de défense et de sécurité. Renforcement continu en prenant appui sur le vote de la loi de programmation militaire qui porte sur la période 2021-2025 et qui vise à apporter un renforcement des moyens opérationnels, mais aussi des moyens stratégiques pour que les forces continuent à être équipées et pour que les forces continuent à faire face à la situation. La situation sécuritaire est une situation qui est prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une menace pour notre pays, pour notre vivre ensemble et pour un certain nombre d'éléments. Et en conséquence, l'engagement qui a été pris de manière très forte dans les vœux par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de continuer cette prise en charge, c'est de continuer ce renforcement des capacités opérationnelles, stratégiques, des moyens pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de faire réellement face. Et s'il a engagé l'ensemble de la nation derrière lui et derrière les forces de défense et de sécurité pour faire face à cette menace-là, c'est que il engage l'ensemble des moyens nécessaires pour que nous puissions y faire face. Et donc, oui, pour répondre directement à la question, les forces armées seront équipées et continueront à être équipées et à être renforcées pour faire face à la menace. Rodrigue? Oui, je crois que dans les différentes questions posées par les internautes, on peut comprendre ce que je mets dans soif soif d'information. D'information. Ce qui voudra dire que quelque part, on ne va pas limiter l'envie là à ceux qui écrivent. Il y a peut-être beaucoup plus de Togolais qui ont bien envie de comprendre. Si je reste un peu focalisé sur la question du SMIC, aujourd'hui, les gens veulent, sur le plan pédagogique, comprendre comment cela va se faire. Absolument. Les gens veulent comprendre les implications réelles de cette décision-là. Parce qu'aujourd'hui, on met tout dans l'entreprise. Quand on commence par parler de 52 500, le vigile devant la maison de mon oncle quelque part, il entend à partir de la fin du mois de février, par exemple, avoir au moins 52 000 au lieu de 35 000. Alors, est-ce que mon oncle X là pourra garantir à ce vigile 12 mois, 52 500? C'est la grande question. Alors, ça veut dire que la domestique, quelque part, youpi, on a gagné parce que le salaire, les gens veulent comprendre. Il faudra de la pédagogie pour que chacun puisse comprendre réellement les implications de cette notion-là. Parce que c'est trop vague à ce jour. Les gens jubilent sans maîtriser. Et à mon humble avis, aujourd'hui, on a plus besoin de cette pédagogie, surtout sur le plan économique. On a voté le budget de l'État pour l'année 2023. Est-ce que ce budget prend directement en compte cette revalorisation-là de 35 000 à 52 000? Mais la revalorisation beaucoup plus dans le secteur privé. Oui, le secteur privé. Vous n'êtes sans savoir, il n'y avait pas eu le temps en première partie d'en parler, vous n'êtes sans savoir qu'aujourd'hui, comme l'a dit le ministre Christian Trimois, la relance de l'économie repose en bon nombre sur le secteur informel. Et c'est ce secteur informel, aujourd'hui, il y a une sorte de confusion. On ne peut pas distinguer totalement, ou je dirais, on ne peut pas disloquer secteur informel et le secteur formel. Pourquoi? Parce que la plupart, quand je prends les bars, les discothèques, la plupart de ces installations appartiennent à des gens qui sont des fonctionnaires dans l'administration. Alors, et quand on prend ça sur cet angle-là, et s'il faut aller maîtriser toute la situation, il y a des gens qui gagnent un peu, qui réinjectent quand ça ne marche pas, et c'est une perte à leur niveau. Alors, ils vont compenser comment? Donc, c'est pour ça que je dis, la pédagogie, il faudra de la pédagogie. Pour que pédagogie parce que ça risque de créer des problèmes aux différentes entreprises du secteur informel, parce que qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui? Pédagogie et communication. Et dans le discours du chef de l'État, il a annoncé des forums qui seront organisés dans chacune des 5 régions du Togo autour des chaînes de valeur afin de partager la stratégie du gouvernement et surtout, dit le chef de l'État aussi, d'écouter les acteurs de terrain et leur présenter les perspectives que nous avons pour ce secteur. Alors, ça veut dire que vous comptez intensifier les... Alors,
Oui, non, évidemment, le point, je commence et je reviens à votre question, et évidemment, il a tout à fait raison, la question de la pédagogie est essentielle. Mais je voudrais dire que les acteurs, ils sont préparés et ils vont commencer, c'est-à-dire le patronat, les syndicats vont faire ce qu'ils font d'habitude, comme on l'a vu pour le Code du travail. Quand on a adopté le Code du travail, on a eu des grandes tournées où ils sont allés rencontrer les groupes d'employeurs, les groupes de salariés dans différentes régions. Ils ont fait une tournée et c'est la même démarche qui sera faite. Mais la pédagogie va se continuer par groupe constitué. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des commerçants, les gens qui travaillent avec la chambre de commerce, il y a le patronat, il y a la JET, et c'est pas les mêmes problèmes exactement. Et donc, ces problématiques vont être adressées et comme vous le dites, effectivement, il faut expliquer situation par situation ce que cela implique. Et c'est quelque chose qui va nécessiter qu'il y ait une appropriation des uns et des autres, et aussi que tout le monde puisse comprendre les tenants et les aboutissants de cela. Donc oui, la pédagogie, il faut la continuer, il faut la renforcer. Pour venir sur le budget 2023, peut-être que on n'a pas été suffisamment large, mais je voudrais signaler que par exemple le ministère de l'économie et des finances, après l'adoption du budget, a organisé une séance de présentation et de partage du budget pour les journalistes et les acteurs de la société civile, où le budget était passé en revue pendant au moins 2 heures, du début jusqu'à la fin. Je pourrais partager le document qui a été fait à cette occasion pour présenter les grands chiffres, les grands agrégats, ce qui a été pris en compte, quelle est la dynamique du gouvernement, etc. Il existe aussi un autre outil, le budget citoyen, qui est souvent élaboré, plus simple, plus facile à comprendre. Exactement, mais celui-là en marge de ce qui est fait, mais je voudrais signaler cette initiative qui existe et qui peut-être mérite, puisque ça s'est fait et avec un lien Zoom où les gens pouvaient se connecter, peut-être que cela mérite un plus large partage pour que le maximum de gens, et pourquoi pas, on pourra peut-être leur demander d'organiser une deuxième séance, puisque la première séance était la semaine dernière, mercredi dernier, on pourra peut-être organiser une deuxième séance pour toujours partager et recueillir le meilleur moyen, parce que ce sont des informations qui, en réalité, concernent tout le monde, et par exemple, sur la question du SMIC, il y a des actions, comme le ministre porte-parole du gouvernement vient de le dire, il y a des actions qui étaient faites pour encourager le secteur informel. Ces actions ont été maintenues dans le cadre du budget. Donc, ce renforcement de capacité va se continuer. Maintenant, pour revenir à la question des forats, c'est toujours le problème qu'on a quand dans les discours, on coupe la partie d'avant. Parce que la partie d'avant, son Excellence, Monsieur le Président de la République, faisait référence à la transformation de notre agriculture. Donc, comme vous le savez, on avait ce qu'on appelait le Forum national du paysan. Donc, désormais, nous allons passer des forums nationaux du paysan qui était un peu une grande messe où il y avait beaucoup de gens, où on parlait de toutes les filières, etc., à ce qu'on appelle les forats régionaux. C'est-à-dire qu'on va faire le forum du paysan, mais à un niveau régional. Pour que, quand on arrive dans la savane, on sait qu'il y a quelques spéculations qui concernent la savane, qui ont leurs problèmes, qui ont leurs particularités. Et là, le gouvernement va présenter la stratégie, la dynamique pour ces spéculations-là et pour les agriculteurs et les recueillir aussi leurs observations. Et donc, normalement, d'ici la fin du mois, comme cela a été annoncé, il y aura 2 forats qui vont commencer dans la région des savanes et probablement dans la région maritime, même si cela reste à confirmer. Mais ce qu'on veut dire là, c'est que c'est une question de, désormais, comme dans plusieurs domaines, comme vous l'avez constaté, ce n'est plus une question de faire des actions à un niveau central et puis on décline. Il faut gouverner de manière concertée. Arriver à porter les problèmes là où ils ont le plus d'impact pour que les populations, les acteurs puissent se prononcer en disant vous voulez faire telle stratégie. Comme il a dit dans le discours, il y a la question des filières comme le soja qui ont connu des perturbations parce qu'on a une vision sur ce secteur-là. Mais se transformer, même pour un individu se transformer, ça pose parfois des problèmes ailleurs où on ne l'a pas prévu. Donc c'est expliquer ces problèmes-là et à travers le dialogue, trouver des solutions pour
à régler les problèmes. Merci. Béguédou de Thiévier maintenant, chacun avec sa préoccupation. Bonjour le plateau, bonne et heureuse année à tous. Je voudrais qu'on instaure une journée de prière en faveur du Togo dans chaque congrégation, chaque dernier dimanche et chaque dernier vendredi si possible, qu'on implique toutes les couches religieuses. Je salue Monsieur le ministre, vous avez la bonne personne, la bonne oreille, le secrétaire du gouvernement qui transmettra votre préoccupation. Alors, on passe à qui? On passe à Simlewa Esso. Il nous écrit de Kara à Wangelo. Bonjour le plateau et tous mes respects aux distinguées personnalités au plateau aujourd'hui. Les vœux du président Faure sont très riches en philosophie. La sécurité nous est très chère. Il faut que le nord du Togo soit débarrassé de ces terroristes. Les mesures sociales ont besoin d'un soutien financier. Pour cela, je demande qu'on renforce la lutte contre la corruption. C'est la pièce du puzzle manquante pour que le Togo décolle véritablement. Depuis que Aplosia, c'est l'autorité de lutte contre la corruption, a été créée, on n'a eu rien de concret. Et pourtant, les pistes rurales, les ouvrages d'art, les bâtiments publics sont inachevés à cause de la corruption. Simlewa et sort de Kara. Avant cela, je voudrais dire un mot sur ce que M. Béguédou disait. Oui, la foi, c'est quelque chose d'important dans la vie personnelle de chacun d'entre nous. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin que cela soit décrété avant d'organiser des sessions de prière pour notre pays. Mais s'il le faut, pourquoi pas. Je pense qu'aujourd'hui déjà, nous devons constamment rendre grâce pour tous les bienfaits dont nous bénéficions et continuer les prières, intensifier les prières pour que nous puissions être accompagnés et fortifiés, et en particulier nos forces de défense et de sécurité puissent être fortifiées dans la bataille qu'ils ont à mener. Et il a oublié les autres confessions qui ne sont pas des confessions monothéistes ou révélées, comme on les appelle. Nos cultures ont aussi leur rôle à jouer dans cette construction de notre pays. Et l'autre question, c'est la question de la sécurité. Il a tout à fait raison, mais je voudrais juste dire que nous pensons que ce n'est pas une question. Il a parlé du Nord, c'est vrai, c'est la zone la plus exposée aujourd'hui, par rapport au fait que c'est une situation sous-régionale qui vient par le Nord. Mais nous devons tous, et comme son Excellence, Monsieur le Président de la République l'a dit, partout où nous sommes, être vigilants. Partout où nous sommes, nous devons être vigilants, parce que si une partie du territoire est affectée ou agressée, c'est tout le Togo qui est concerné, c'est tous les Togolais qui sont concernés. Donc je voudrais dire qu'il a raison, mais que ça nous concerne et que ça nous concerne nous tous. Maintenant, les mesures sociales ont besoin de moyens, et sur la question de la corruption, il a évoqué les pistes rurales et les chantiers qui ne sont pas achevés. C'est bien qu'il cite les pistes rurales, parce que si je me réfère à l'année 2022, le ministre des Pistes rurales a publié par 2 fois dans la presse les noms des entreprises qui se sont avérées défaillantes. Cela a été publié par 2 fois dans Togo Presse. Et s'il demande à Togo Presse, on pourra le lui fournir. Parce que, effectivement, c'est des travaux qui sont menés pour le bien-être des populations. Mais parfois, qu'est-ce qui se passe? On vient, on prend les marchés, on le fait, on commence un peu, et puis après on dit que l'entrepreneur, il est parti, il n'est pas revenu, on le cherche, on ne le trouve pas, et pendant ce temps, il postule à un autre marché ailleurs. Et donc, en publiant cette liste-là, en même temps, on saisit l'ARMP, l'ARCOP aujourd'hui. L'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics, pour pouvoir justement sanctionner ces entreprises-là. Parce que, d'un autre côté, il ne faut pas non plus faire l'arbitraire, parce que il faut une procédure pour les sanctionner. Mais le ministère a pris sur lui, quand il constate que ça ne marche pas, de le dire. Et ça, j'invite les uns et les autres à le faire. De la même façon que quand on prend la question des cliniques, par exemple, c'est une parenthèse. Le ministère de la Santé publie tous les 6 mois la liste des cliniques agréées dans notre pays. C'est des réalités, peut-être on ne le sait pas, mais il faut se référer au journal Togo Presse. Et si on prend les entreprises qui construisent sans achever, je ne sais pas de quel bâtiment ils parlent, mais je dois dire que nous tous,
nous avons dans nos localités ces cas-là, il faut le dire. Et à un moment donné, on saisit la RMP, l'autorité contractante saisit la RMP parce qu'il y a des procédures dans les contrats. Je voudrais peut-être faire un peu de pédagogie. La situation se produit, il faut faire le constat. Il faut envoyer des mises en demeure. Parce que si ces procédures-là ne sont pas suivies, le jour où vous irez devant un tribunal, on va considérer que vous avez fait de l'arbitraire vis-à-vis du monsieur ou de la dame qui est chef d'entreprise. Il faut suivre des procédures. Et peut-être que c'est ces procédures-là sur lesquelles, comme le disait le collègue, nous devons être plus transparents. Nous devons en parler plus pour que la population n'ait pas l'impression que rien n'est fait dans ce sens-là. Mais il y a des procédures qui sont faites, qui ne sont pas toujours des procédures sur lesquelles on peut communiquer, parce que au fond, c'est des procédures administratives au niveau de l'autorité contractante que nous sommes. Oui, ils sont encore très très nombreux à vous écrire. On va aller plus vite. Cette fois-ci, c'est Benjamin. Sur la question de la corruption, je pense que c'est très important de préciser qu'il y a eu des situations qui ont fait vague. Quand je prends la situation, parce quand il parle de piste rurale, c'est pas fortuit. Il y a eu cette affaire de construction de la route Lomé-Vaughan en Foin qui a fait couler suffisamment d'encre et de salive. Vous savez qu'il y a des confrères qui ont été mis sous contrôle judiciaire également dans cette affaire. Quand je peux par exemple parler du quotidien Privé Liberté, je peux parler par exemple aussi de, je crois que ça doit être soit l'alternative ou encore le rendez-vous, le rendez-vous. Et puis dans cette histoire, il y a eu le passage d'un ministre de la République devant la représentation nationale, devant les députés, pour plutôt se glorifier du fait que une partie de l'argent a servi à une entreprise, à équiper une entreprise, ce qui est totalement contradictoire. Mais la question... Oui, je dis, il faudra donner suffisamment de signaux aux populations pour qu'elles comprennent qu'il y a une lutte qui se fait effectivement contre la corruption dans notre pays. Il a pointé du doigt la Aplusia. La Aplusia, effectivement, quand on prend les déclarations du président de la Aplusia et les actes posés par cette institution-là, vous comprenez qu'il y a une grande déphasage et c'est normal que les populations se demandent mais si effectivement cette lutte-là est menée. Donc si il pointe du doigt cet aspect-là, c'est pas fortuit, c'est parce que c'est une réalité et encore de soif de comprendre ou d'avoir des éléments d'appréciation qui permettent aux populations de savoir qu'effectivement une lutte est menée sur le terrain, dans les actes et dans les faits, contre ce phénomène-là qui fait beaucoup trop de mal à notre économie. Monsieur le ministre ? Non, là-dessus, je ne vais pas revenir sur tous les éléments qui ont été abordés par M. Arigo, mais je voudrais dire que en réalité, la préoccupation, c'est de faire en sorte que il faut comprendre qu'il y a plusieurs préoccupations. Si on prend la question de la route Lomé-Vaughan, la préoccupation immédiate de l'autorité a été de faire en sorte que, comme nous tous on l'a vécu, la difficulté à relier ces deux localités soit réglée. Et je pense que en ce sens-là, vaille que vaille, quelle que soit la situation a été réglée. Ensuite, il y a certainement des questions procédurales qui vont se mettre en place avec la justice, etc., s'il y a lieu. Et ça, c'est quelque chose qui relève des tribunaux. Le gouvernement en tant que tel doit se garder d'une certaine façon de chercher à disons faire une sorte d'accélération de ce genre de démarche dans la mesure où il y a une séparation des pouvoirs. Mais là où vous avez l'intérêt, l'élément important sur lequel nous devons travailler et travailler collectivement, c'est faire en sorte que, comme Madame le Premier ministre le signalait la dernière fois où il y avait un lancement de travaux de piste pas très loin, en indiquant qu'en réalité, désormais, il y a dans les comités de suivi les populations, c'est-à-dire qu'avant, quand on prenait les documents de suivi des chantiers, on avait deux parties. Il y avait il y avait le bureau d'études et il y avait celui qui a commandité le bureau d'études. Désormais, il y aura une troisième partie qui sera réservée aux populations, qui pourront dire en quelque sorte tous les problèmes qu'il y a éventuellement dans la réalisation effective de ces travaux. C'est pour ça qu'au début des travaux, désormais, on leur présente dans le détail ce qui doit être fait.
Si on doit faire quelque chose qui doit faire 1 mètre de largeur, ils savent que c'est 1 mètre de largeur. Si demain vous venez, vous faites 50 centimètres et que vous dites, bon, en réalité, ça a changé parce que l'autorité à Lomé nous a dit que ça doit changer, ça ne va plus passer de manière aussi simple. Il y a désormais des éléments pour contrôler cela. Et c'est par ces contrôles-là que nous pourrons mettre en exergue le fait que nous n'en avons pas pour notre argent. Parce que l'objectif, c'est cela. C'est que quand on investit, qu'on ait le résultat qu'il faut, parce que le compatriote a parlé de l'impact que ça a sur le développement. Et c'est ce que nous voulons éviter. Oui. Benjamin, de l'Egbasito, maintenant, pourquoi le gouvernement ne communique plus autour des incursions des terroristes au nord du Togo? À chaque fois qu'il y a eu une attaque, c'est sur les réseaux sociaux que nous avons les informations et, ma foi, ça crée de la confusion dans la population. J'aimerais que le gouvernement revoie la communication autour des actes terroristes pour nous rassurer vivement. Il faut que le gouvernement continue donc le programme d'urgence de développement dans la région de la Savane, car il reste encore beaucoup à faire. La dernière fois, j'ai suivi sur la télévision nationale le lancement des travaux de construction des salles de classe et autres. Sincèrement, j'ai été touché par l'environnement dans lequel nos compatriotes vivent dans ce milieu. Bien de choses au ministre pour sa courtoisie et sa simplicité. Coucou aux journalistes à Ego et à Agbo pour leur franchise. Oui, effectivement, c'est une question qui revient régulièrement maintenant et je la comprends. Je comprends ce besoin, on parlait tout à l'heure de besoin d'information, de besoin de pédagogie, de besoin de communication et qui concerne évidemment tous les sujets, qui concerne le sujet qui, comme on l'a dit, doit nous mobiliser tous, la sécurité. Et je pense que il faut comme nous le disons actuellement, on est dans une séquence où il est fait le choix ou l'option est prise d'agir plutôt que de communiquer. Et donc, c'est une séquence qui est là pour le moment et sur laquelle le gouvernement bâtit parce que il y a des options, ça fait partie des options stratégiques qui sont prises aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que l'objectif est d'entretenir un flou ou d'entretenir une psychose ou d'entretenir une situation où il n'y a pas de communication. La preuve étant que les éléments de transparence, j'ai parlé de la loi de programmation militaire, quand cela a été nécessaire, c'est un exercice inédit qui a été fait lors de l'adoption de la loi de programmation militaire où il a été, tous les documents avec les annexes, les équipements, tout ce qui doit être fait a été présenté de long en large et en travers au niveau de l'Assemblée nationale pour que toute cette réalité soit mise sur la table pour savoir exactement quelles étaient la destination des ressources qui allaient être données dans le cadre de cette loi de programmation militaire. Et je pense que quand il y a eu le malheureux incident aussi à ce moment-là sur la question de la frappe qu'il y a eu dans la région à l'époque, là aussi... des 7 enfants Exactement. Donc cet événement malheureux, il y a eu une communication transparente et effective de la part des forces de défense et de sécurité. Et donc, il est nécessaire que nous fassions front derrière nos forces de défense et de sécurité, ce dont je ne doute pas du tout. Et je pense que dans cet état d'esprit, nous pouvons réaliser de grandes choses et en tout cas remporter cette victoire. Pierrot est de retour. Pierrot, bonne heureuse année depuis les États-Unis. Il nous écrit de l'Iowa, mais meilleurs vœux donc à New World et à tout le plateau. Ma question à Monsieur le ministre, pourquoi est-il permis désormais au corps habillé de démissionner au Togo? L'armée doit être une vocation ou un gagne-pain, se demande-t-il. Pourquoi les Togolais perdent-ils le patriotisme? La sécurité nous interpelle tous, mais aussi donnons plus de moyens à nos militaires. C'est mon avis personnel. Je n'ai pas d'informations précises sur cette possibilité de démissionner au sein de l'armée. Donc peut-être on va creuser pour apporter une réponse à Pierrot, à moins que le ministre ait des détails là-dessus. Non, je pense qu'il y a des voix plus autorisées sur un sujet aussi pointu. J'avoue que ça ne fait pas partie des sujets dont je m'occupe. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. En revanche, je pense que le Togo a fait le choix d'une armée de métier et que je ne sais pas quel est le signal
par rapport auquel il parle de perte de patriotisme. Moi, j'ai l'impression que nos compatriotes sont conscients et se mobilisent pour que nous fassions face comme un seul homme à cette menace. Bonjour le plateau, ma question porte sur les mesures de relance de l'économie et je salue la mémoire du gouvernement qui a fait augmenter le SMIC pour nous qui sommes dans le secteur privé. Mais j'aimerais demander au gouvernement de mettre à notre disposition un numéro vert pour la non-conformité des opérateurs économiques. Est-ce le ministre? Numéro vert. Oui, dans l'absolu, il n'y a pas de difficulté, mais l'objectif n'est pas non plus de monter les uns contre les autres. Je pense très sincèrement que la formule qu'il a utilisée en disant que le gouvernement avait réussi à faire augmenter le SMIC, ce n'est pas exactement cela. Je pense qu'on l'a toujours dit, le gouvernement a été moteur dans l'encouragement des partenaires sociaux à discuter et à trouver une solution. Ce n'est pas en les forçant qu'on va réussir à augmenter le SMIC parce que la situation économique, c'est eux qui la vivent au quotidien. Parfois, on a des formules d'acteurs du secteur privé qui sont parfois vraies, de dire, mais c'est vrai, vous êtes l'État. Mais vous n'avez pas les mêmes problèmes de fin de mois qu'une entreprise peut avoir. Et donc, pour cette question du SMIC, il a été fait une large part à la discussion. Ça a pris le temps que cela a pris, avec des discussions longues entre eux, avant de trouver ce terrain d'entente. Je pense que la première des choses, c'est ce que M. Arigo disait tout à l'heure, la première des choses, c'est la pédagogie. La pédagogie et le dialogue. La pédagogie et le dialogue. Les numéros verts, les questions des inspecteurs de travail, les questions de sanctions sont incontestablement des outils que nous avons parce que c'est la loi et la loi doit être appliquée. Mais néanmoins, le gouvernement, dans l'état d'esprit dans lequel il est, c'est une question de pédagogie et de dialogue. Continuer la pédagogie, continuer le dialogue et surtout continuer le renforcement de nos entreprises pour que les entreprises n'aient pas de difficulté à faire face à cette augmentation. Parce que je ne pense pas que les employeurs aient réellement la volonté de ne pas voir leurs salariés dans de bonnes conditions. Mais parfois, c'est la situation qui ne le permet pas. Donc, il faut faire des efforts. Salut le plateau, bonne et heureuse année à tous. Ma question est celle-ci. Que se passe-t-il au juste avec le secteur du soja au Togo, puisque le chef de l'État en a fait cas? Par ailleurs, notez que l'engrais cette année a été de mauvaise qualité. C'est ce qui explique la mauvaise production du maïs. Plus jamais cet engrais chez nous, nous dit le téléspectateur. Je pense que nous devons tous prendre conscience que, je vais commencer par la fin, sur la question des engrais, il faut juste se rendre compte que nous étions dans la situation de la guerre russo-ukrainienne a entraîné des difficultés d'accès à ces intrants-là. Et il faut saluer l'implication du chef de l'État, l'implication du gouvernement à mobiliser, d'abord à rendre disponible l'engrais. Et je ne sais pas d'où il tient ces chiffres de mauvaise production de maïs, parce que ce ne sont pas les chiffres que le ministère de l'Agriculture est en train de remonter, parce que la campagne se présente plutôt de manière correcte aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il fait référence Il parle beaucoup plus du soja. Il a parlé du maïs aussi. Il a parlé du maïs aussi. Donc, en termes de production, je ne pense pas qu'il y ait eu un problème à ce niveau-là. Dans le soja. Mais néanmoins, sur l'engrais, il a été question de subventionner pour maintenir les prix à un niveau soutenable. Mais avant d'arriver au prix, il y a quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est les efforts qui sont faits pour rendre disponible l'engrais. Il y a des pays où il y a eu le prix de l'engrais qui a été plus bas que chez nous, mais l'engrais n'est pas arrivé jusque-là. Avant de pouvoir l'acheter à un bas prix, il faut qu'il soit d'abord sur le marché. Et c'est ça l'effort dont il faut parler. Maintenant, sur la question du soja, c'est quelque chose c'est une crise de croissance, si je puis dire. On a eu ces dernières années plusieurs programmes du gouvernement qui ont encouragé la production de soja.
vous avez eu dans les statistiques le Togo qui s'est positionné comme premier exportateur de soja bio vers l'Europe ces dernières années. On est classé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a une bonne capacité de production de soja bio et de soja non bio. Sauf que, comme vous le savez, nous ne pourrions pas créer des emplois suffisamment ici si nous ne transformons pas les matières premières locales, qu'elles soient agricoles ou qu'elles soient autres, le coton, le soja, etc. Et c'est la dynamique dans laquelle le parc la plateforme industrielle d'Adétikopé a été mise en place. Et donc aujourd'hui, dans cette dynamique, l'inclinaison qui est donnée, c'est de faire en sorte qu'on transforme le maximum de notre production de soja sur place. Qu'on fasse de l'huile de soja, qu'on transforme le soja en choses consommables et qu'on exporte plutôt ces produits-là. La transformation, si vous prenez une tonne de soja, vous l'emballez, vous la vendez, ce n'est pas pareil que si vous devez la transformer sur place, vous allez employer 3 cousins, 3 neveux, etc., etc. Ça fait de l'emploi pour nos jeunes ici. Donc, c'est cette phase de transition-là qui fait qu'à un moment donné, les acteurs qui sont calibrés et qui ont fait beaucoup d'efforts, qui ont réalisé vraiment le positionnement de notre pays au niveau international, se sont interrogés en disant, mais aujourd'hui, on nous dit qu'il faut transformer, mais en même temps, nous, on s'est organisé plutôt pour exporter. L'exportation, c'est quoi? C'est l'argent plus vite pour pouvoir tourner le business du soja. Et donc, ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a dit, c'est que, effectivement, on a constaté ce bouleversement lié à une crise de croissance et il a indiqué aussi qu'il a bien conscience que cela arrive. Donc, on est dans un moment clé, mais dans lequel ces acteurs-là doivent faire cela, doivent faire cet effort avec les pouvoirs publics, avec les transformateurs, de pouvoir tous ensemble trouver des solutions. Quand vous voyez, on a beaucoup parlé du cas de Dangote au Nigeria. Dangote, au début, il produisait il importait du riz. Il importait du riz, à un moment et puis à un moment donné, on lui a dit, vous ferez mieux de produire le riz sur place et de le transformer sur place, de le parfumer, de faire comme vous voulez. Et il s'est reconverti dans ce domaine-là. Il a eu 1 ou 2 années où ce n'était pas facile parce que son modèle économique, c'était j'importe, je revends, j'importe, je revends. C'était du commerce. Mais c'est pour donner un exemple de dire que l'objectif visé, c'est l'objectif de créer des emplois localement. Ne pas exporter nos emplois. Et de la valeur ajoutée à travers la transformation des produits agricoles. C'est l'objectif qui est visé. Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Si on peut aller en quelques mots. Bonjour, parmi les 10 mesures d'urgence prises par le chef de l'État l'année dernière figure le remboursement des frais de fourniture aux parents d'élèves. Qu'en est-il exactement, Monsieur le ministre? Kofi de Kara. Merci beaucoup pour la question. C'est une mesure qui a été prise, je ne sais pas si elle a été intitulée exactement remboursement de frais de fourniture. Non, il me semble que c'est une cagnotte mise à la disposition des parents d'élèves. C'était un montant dédié au renforcement, en quelque sorte, des capacités des parents d'élèves en général. Et le ministère de l'Enseignement est en train de prendre les dispositions pour pouvoir justement faire en sorte que, comme cela a été dit également dans le discours, ce soit une subvention qui bénéficie aux plus vulnérables d'entre nous. Parce que il y a plusieurs options. Quand il y a des subventions comme ça, comme vous le savez, il y a plusieurs options. Soit on donne un peu, on saupoudre à tout le monde, et soit on identifie les plus vulnérables et on leur fait cet appui-là. Donc le ministère des enseignements primaires a la charge d'organiser cela, mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Le moment venu, cette somme sera mise à la disposition des bénéficiaires de manière équitable. On nous écrit de Luxembourg maintenant. Salut mon frère Gilles, je suis Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. En tant que Malienne, je salue le gouvernement togolais, surtout un grand respect au président Faure d'être aux côtés du Mali au moment difficile. Les Maliens n'oublieront jamais ce geste. Inch'Allah. Mais il a une question pour le ministre des Droits de l'Homme qui n'est plus sur le plateau. Elle estime une ambassade étrangère a fait suspendre 2 journaux togolais et que dans cette mesure, c'est pas une promotion aux droits de l'homme. Le ministre n'est pas là. Sur le Mali, Assitane Koulibaly Fofana se réjouit de la médiation togolaise
togolaise. Nous en avons longuement parlé. Exactement. Et beaucoup de questions sont revenues sur le 13e mois accordé l'année dernière aux agents publics, d'abord sous forme de prêts remboursables et ensuite transformés en dons. Cette année, ce 13e mois a-t-il oublié ou ça, c'est toujours d'actualité? Je pense que ma voix n'est pas la voix la plus autorisée pour prendre cette décision. Et vous pouvez être dans le secret des dieux. Je n'ai aucune information relative à cela. Et je crois que nous pouvons quand même, comme je le dis, j'ai commencé par ça, on arrive à la fin. Nous avons quand même des valeurs de solidarité et de partage. Et nous pensons que des mesures ont été prises quand même au bénéfice de ceux qui travaillent au sein de l'appareil d'État, au sein des administrations, et que nous devons continuer à être reconnaissants pour ces actions-là et continuer à maintenir notre effort au travail pour qu'il y ait plus de revenus et que demain on puisse peut-être faire un nouveau geste. Ils sont des milliers à écrire, mais on ne pourra pas, on trouvera l'occasion peut-être directement de leur répondre. Peut-être ce dernier, avant de vous dire au revoir, bonjour l'excellent plateau de New World TV. S'il vous plaît, une question à notre ministre. Pourquoi notre président ne nous parle pas assez? Sinon, on a besoin de lui chaque semaine, ou du moins une fois par mois, pour nous prouver qu'il ressent ce que nous aussi nous ressentons. Le gouvernement fait assez sur papier, mais sur le terrain, ça ne va pas, pardon, ça fait mal. C'est Ntandé Sylvestre de Blita. Monsieur le ministre, le président est réclamé, peut-être sur notre plateau, peut-être sur ailleurs. Les Togolais demandent qu'il parle davantage. Je crois que c'est une sollicitation. Nous essaierons de la répercuter. Si sa voix manque, ça veut dire qu'elle est aimée. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si elle manque, ça veut dire qu'elle est appréciée. Et je pense que nous autres, nous essayons effectivement modestement de communiquer autour de l'action gouvernementale, autour de sa vision, pour chaque fois expliquer et donner des indications par rapport aux instructions et aux orientations qu'il donne. Mais effectivement, sa voix vaut beaucoup plus. Il faut la faire revenir donc plus régulièrement. Merci, monsieur le ministre, d'être passé. Nous arrivons déjà à la fin de notre forum. Nous disons merci aussi à notre collègue Rodrigue Arrego. Je voudrais en profiter pour dire, normalement je voudrais lui dire au ministre des Droits de l'Homme qu'il faut... Mais là, nous n'avons vraiment plus le temps. Il faut déverrouiller, parce que nous n'avons plus le temps. L'espace civique et aussi renforcer le pouvoir de contrôle citoyen de l'action publique. Merci, Rodrigue. Tout de suite, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Nous disons merci aux réalisateurs Gildas Jama, Djako et Komlaga. Merci au studio Thomas Choi. À très bientôt.